Nous avons la chance ce soir, très différent de ce matin où j'espère que vous avez apprécié le voyage dans les montagnes himalayennes. Cette fois-ci, c'est un autre voyage qui se présente à nous, puisque c'est un voyage au sein de nous-mêmes, puisque c'est au sein de notre cerveau. Et pour cela, nous avons un des plus grands scientifiques sur le sujet du cerveau, qui est Sébastien Boller. Sébastien Boller est, s'il vous plaît, ancien élève de l'école polytechnique, titulaire d'un DEA de pharmacologie, également titulaire d'une thèse de neurobiologie moléculaire à l'université Pierre et Marie Curie. Il est l'un des spécialistes du cerveau et du fonctionnement du cerveau. Plusieurs fois dans les médias, il a cherché justement à démocratiser la compréhension du cerveau. Je pense notamment à sa création qu'il a fait de la célèbre revue Cerveau et Psycho, mais également dans les différentes interventions, que ce soit à la télévision, notamment sur France 5, sur Arrêt sur Image, que ce soit sur France Inter, où il tenait une chronique, également dans d'autres émissions, notamment sur Arte. C'est un écrivain pour plusieurs ouvrages fondamentaux, notamment La chimie de nos émotions, c'était en 2009, un autre livre, 150 petites expériences sur la psychologie des médias, en 2015, un roman, Neuroland, également, qu'il a écrit, et un des livres majeurs, également en 2019, Le bug humain, qui a reçu le prix lauréat du 2020 du grand livre sur le cerveau, remis par la Société française de neurologie. Il analyse notamment ici la crise écologique massive générée par l'humanité au travers du prisme des neurosciences. Selon Sébastien, les processus de destruction de l'environnement s'expliquent en grande partie par des mécanismes cérébraux archaïques. Nous avons avec Sébastien la chance de pouvoir comprendre le fonctionnement de notre cerveau, ce que nous utilisons tous, tout un chacun, et nous savons à quel point c'est important pour nos travaux de créativité et d'imagination. Et c'est un très grand plaisir, un très grand honneur, Sébastien, de vous recevoir ce soir à l'ESSEC. Merci beaucoup. Merci. Merci Xavier. Je vais vous demander la première chose vitale pour moi ce soir, c'est la petite zapette. Ah, elle est là. Alors, merci beaucoup de votre invitation Xavier, merci à l'ESSEC de m'accueillir, c'est un grand plaisir. J'ai été accueilli de façon chaleureuse, professionnelle, précise, compétente, ça fait un grand plaisir, merci beaucoup. Donc vous l'avez dit, l'intitulé de ma conférence, vous la voyez, c'est donc rééduquer notre cerveau pour... Alors, voilà. Rééduquer notre cerveau pour sauver la planète. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que notre planète est en danger. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais c'est un danger qu'il faut parfois se remettre dans l'esprit, très clairement. Les spécialistes, les scientifiques, les spécialistes du climat, le GIEC, hein, le fameux groupement international d'études pour le climat, nous indiquent que nous sommes sur une trajectoire de réchauffement climatique de l'ordre de 3 degrés de température moyenne en 2100. Et l'idée de température moyenne, en fait, ça cache une réalité très différente, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des maximums de température qui vont être 10 degrés au-dessus de ce qu'on connaît aujourd'hui en région parisienne, c'est-à-dire qu'on se retrouverait dans un climat aride avec des températures de 50 degrés en été, donc des villes comme Paris qui deviendraient inhabitables et des problèmes de rendement agricole, d'accès à l'eau, de migration climatique qui sont estimés à plus d'une centaine de millions de migrants climatiques déjà à l'horizon 2050 si nous restons sur cette trajectoire. La biodiversité est extrêmement menacée aussi puisque on a perdu à peu près 60% des espèces de vertébrés, c'est-à-dire les mammifères par exemple à l'échelle de la planète en un demi-siècle. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'action des hommes. Ce sont les humains qui ont une industrie extrêmement performante, mais qui a émis énormément de polluants et puis de gaz à effet de serre qui font que la température de l'atmosphère augmente, qu'il y a des écosystèmes qui sont effondrés littéralement, que l'Amazonie est peut-être passée par le point de bascule qui en fera de manière irrémédiable une savane, que les calottes glaciaires de l'Arctique vont de toute façon maintenant fondre jusqu'à épuisement de du dernier glaçon, ça on le sait, quoi qu'on fasse. Bon. Donc, sauver notre planète, ce n'est pas un vain mot. Et pourquoi rééduquer notre cerveau? Vous l'avez bien compris, on sait que ce processus d'effondrement est d'origine humaine. C'est-à-dire que ce ne sont pas les chimpanzés, les dauphins, les fourmiliers ou les lapins qui sont responsables de ce qui se passe. C'est l'être humain. Notre espèce qui s'appelle Homo sapiens, une espèce hyper intelligente, mais extrêmement dangereuse quand on regarde.
Parce que c'est une espèce invasive, on est 8 milliards et on consomme toujours plus et on n'arrive pas à changer. Comment c'est possible? C'est pour ça que je parle de rééduquer notre cerveau, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre cerveau. C'est dur à moi de dire ça, parce que pendant des décennies, j'ai fait que propager l'idée que le cerveau humain était la 8e merveille du monde. C'est vrai, c'est fantastique, un cerveau, ça permet de communiquer, ça permet d'avoir des sentiments, des souvenirs. C'est fou quand on y pense. La pensée, l'esprit, l'émotion, l'âme, tout ça, c'est génial. Mais si ce cerveau, finalement, ne lèguera à la postérité qu'une planète détruite, à quoi ça sert? Alors pour moi, ça c'est un véritable problème, parce que au fond de ce problème qu'est l'homme, il y a l'incohérence. L'incohérence, on la vit tous au jour le jour, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut changer de mode de consommation, mais on émet encore 5 fois trop de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'il faudrait faire. Un Français, en moyenne, émet 10 tonnes de CO2 par an, alors que pour préserver les objectifs des accords de Paris en 2100, il faudrait en émettre maximum 2 par an. Donc on est complètement incohérent. Et moi, ça m'a frappé en pleine figure, il y a quelques années, quand je prenais mon petit déjeuner. J'étais en train de tartiner mon beurre quand j'entends le journaliste à la radio qui me dit « J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous ». Et il me parlait de ce manifeste de 15 000 scientifiques autour du monde entier qui tiraient la sonnette d'alarme pour dire « Nous sommes en train de perdre la course contre le réchauffement climatique ». Et il me parlait de toutes ces catastrophes qui allaient en découler et que je viens de vous citer. Donc il insistait sur ce mot « très mauvaise nouvelle ». Donc évidemment, je termine mon petit déjeuner, j'avais plus très faim, mais bon, je vais travailler. Et puis comme la vie est faite de répétitions, le lendemain matin, me voilà de nouveau à ma table de petit déjeuner, de nouveau à faire les mêmes gestes, et j'entends le même journaliste à la même heure qui me dit « J'ai une très bonne nouvelle pour vous ». Et qu'est-ce que c'est la très bonne nouvelle? Eh bien oui, c'est que la communauté européenne vient de vendre pour 50 milliards de contrats d'Airbus aux Émirats arabes unis. Et ce journaliste, soi-disant éduqué, intelligent, informé, ne se rend pas compte, qui se réjouit aujourd'hui de ce qu'il déplorait hier, parce qu'évidemment, l'industrie aéronautique est responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Et on fonctionne comme ça, avec ces incohérences au jour le jour. Parce que mon but n'était pas d'incriminer un pauvre journaliste, mais de me rendre compte que j'étais exactement pareil. Que j'étais préoccupé par l'avenir de la planète, pour nos enfants, mais qu'en même temps, je roulais avec une voiture, que je mangeais de la viande tous les jours, que j'avais je ne sais pas combien d'écrans dans mon foyer, et que tout ça participait à la destruction du sol sur lequel je vis. Donc cette incohérence, c'est là que ça m'a tapé en pleine figure. Je me suis dit finalement, le cerveau humain qui est si génial là, il se pourrait bien qu'en fait il ait un gros problème. Parce que cette incohérence, elle est en chacun de nous. Et si elle est en chacun de nous, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans nos cerveaux. Alors la petite chance qu'on a aujourd'hui, en 2023, c'est d'avoir des outils nouveaux par rapport à nos ancêtres pour étudier le fonctionnement du cerveau humain. Ce sont les neurosciences, les sciences du cerveau. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de scientifiques parmi vous, mais vous allez voir que c'est très simple comment ça fonctionne, un cerveau. Un cerveau, ça se présente de cette façon. Ça, c'est la vue qu'on a de l'extérieur. Vous savez, un petit peu comme les cervelles de mouton au rayon boucherie. Vous voyez un cerveau tout plissé, la partie toute plissée, ça s'appelle le cortex cérébral. Et ça, c'est la partie du cerveau qui s'est développée spécialement dans l'espèce humaine, chez Homo sapiens. Et c'est ça qui a fait de nous une espèce intelligente, capable d'abstraction, capable de langage, de coopération. L'intelligence, c'est le cortex. C'est le jaune plissé, ok? Alors ça, c'est très bien. Mais en dessous, au centre du cerveau, il y a cette espèce d'organe rosâtre que vous voyez là, qui ressemble un peu à un alien, et qui porte le nom de striatum. Et alors, ce striatum, deux choses. D'abord, il est beaucoup plus vieux que le cortex. Il a des centaines de millions d'années. Il existait déjà avant les dinosaures. Okay. Deuxième chose très importante, lui, il ne fabrique pas du tout de l'intelligence. Il s'en fout complètement de l'intelligence. Lui, il fabrique nos désirs, nos motivations. Il nous pousse à réaliser certains comportements qui ont favorisé notre survie dans un milieu ancestral, primitif. Et il nous pousse à réaliser ces comportements favorables à notre survie en nous récompensant avec du plaisir sous forme d'une molécule qui s'appelle la dopamine, à chaque fois qu'on fait les bons comportements qui ont aidé nos ancêtres à survivre. Et quels sont ces comportements qui sont récompensés par le striatum avec de la dopamine? Et bien pour savoir, il suffit de se replacer dans les conditions de vie de nos ancêtres. Par exemple, des Homo erectus, il y a 2 millions d'années dans la savane africaine. La première chose à faire pour survivre, il faut manger. Et donc pour manger, il faut chasser, et puis dès qu'on trouve un gros mammouth, on va en manger le plus possible. Et là,
le striatum va nous récompenser avec de la dopamine, le plaisir de se nourrir, parce que c'est lié à la survie. Et ce plaisir va nous encourager à recommencer sans jamais faillir. C'est essentiel que l'envie d'aller chercher de la nourriture ne s'éteigne jamais dans un cerveau humain. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a une chose très importante à remarquer sur cette scène, c'est que quand vous trouvez à manger dans la savane du Paléolithique, vous n'êtes pas sûr de retrouver une proie de ce type-là avant des semaines. Et en plus, la viande ne se conserve pas. Donc vous avez intérêt à vous dépêcher pour manger le plus possible, pour faire des réserves. C'est ça qui va vous aider à survivre. Et la conséquence de ça, c'est que le striatum va vous récompenser avec de la dopamine et du plaisir à chaque fois que vous mangez sans vous limiter. Voilà, c'est pour ça que les régimes, ça ne marche jamais. Parce que tant que vous pouvez manger le plus possible, votre striatum vous donne de la dopamine. Donc c'est très important à retenir. Ce système ancestral qu'on partage avec la morue et avec le chimpanzé nous récompense sans limite. Il n'est pas fait pour s'auto-limiter. Alors ça, c'est le premier comportement qui est récompensé par le striatum. Mais ensuite, pour survivre, il ne suffit pas de manger. Manger, c'est la survie à court terme. Pour survivre à long terme, il faut transmettre ses gènes. Et oui, il faut avoir des descendants. Il faut faire des copies de son ADN, qui est le support de l'hérédité. Et la loi de la sélection naturelle précise qu'il faut faire le plus de copies possibles de votre ADN, en tout cas plus que votre voisin ou votre rival, pour passer à travers les mailles de la sélection naturelle. Donc qu'est-ce qu'on fait pour transmettre ces gènes? On a des relations sexuelles. Et donc à chaque fois qu'on a des relations sexuelles, notre striatum nous récompense avec un petit shoot de dopamine. Ça fait du bien. Et il nous récompense si on en a le plus possible. Petit détail amusant, dont on verra les répercussions plus tard. Troisième grand comportement essentiel à la survie de nos ancêtres, le statut social, le prestige qu'on a dans un groupe, le pouvoir. Eh bien oui, pourquoi est-ce que notre striatum va nous récompenser quand on arrive à grimper les échelons d'une hiérarchie? Parce que dans un groupe d'humains, depuis des millions d'années, celui qui a un statut élevé a plus facilement accès à de la nourriture et à des partenaires sexuels. Donc ça augmente ses chances de survie. Donc à chaque fois qu'on va pouvoir se donner de l'importance dans un groupe et acquérir du pouvoir et du prestige, cette petite partie de notre cerveau reptilien va aussi nous récompenser avec de la dopamine et du plaisir. Et là encore, sans limite, il n'y a aucune raison de se limiter. Ah oui, si vous avez grimpé un échelon, vous avez encore intérêt à continuer encore et encore, parce que vous aurez toujours plus d'avantages. Et tout avantage est bon à prendre quand on vit dans un milieu de ressources rares, un milieu hostile. C'est comme ça que notre cerveau s'est configuré pendant des millions d'années. Quatrième grand besoin récompensé par de la dopamine, imaginez que vous avez réussi à trouver à manger, à vous reproduire, à être le chef. C'est encore mieux pour votre chance de survie de faire tout ça sans rien faire, en minimisant vos efforts, en vous prélassant pendant que les autres travaillent pour vous. Eh bien oui, parce que ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est le principe de base de la vie. La vie est apparue il y a 3 milliards d'années dans les océans primitifs de notre planète, déjà des petites bactéries qui obéissaient à un principe fondamental qu'on appelle l'homéostasie. Et ce principe nous dit que pour survivre dans un milieu hostile, il faut minimiser ses dépenses d'énergie et maximiser ses entrées d'énergie. Donc il faut faire le moins d'efforts possible. C'est comme ça que vous survivez. Et aujourd'hui, ça se traduit par la présence, au fond de notre striatum, dans notre cerveau, de neurones spécialisés qui envoient de la dopamine à chaque fois qu'on fait le moins d'efforts possible. Donc si je suis devant ma télé et que je veux changer de chaîne, le jour où on me donne une télécommande pour même plus avoir à me lever, là je suis tout content, je la prends, je reste dans mon canapé, et puis c'est la sédentarisation, l'obésité, tout ce qu'on veut. Parce qu'à chaque fois, on est récompensé par notre striatum. Et voilà enfin notre cinquième grand instinct de survie, qui est peut-être un peu moins évident, mais qu'on peut comprendre en imaginant de nouveau un de nos ancêtres faisant face à la difficile mission de survivre dans la savane. Il doit capturer un gibier, et donc il doit repérer des traces, ce qu'on appelle des informations pertinentes dans son milieu. Et c'est pas facile de détecter des traces dans la forêt. Essayez, vous allez voir. Parce qu'en plus, il faut les remarquer, et puis il faut distinguer une trace d'une proie d'une trace de prédateur, parce que votre survie en dépend. Donc notre striatum, pour cette raison, a développé une extrême sensibilité à toute forme d'information discrète dans son environnement. Tout ça, finalement, fait un package optimal qui a assuré la survie de nos ancêtres pendant des millions d'années. Et notre cerveau s'est constitué de cette façon-là, avec un hardware constitué de ce striatum qui nous récompense à chaque fois qu'on fait tout ça, sans se limiter a priori.
parce que les ressources sont rares et que se limiter dans un milieu où les ressources sont rares, c'est complètement suicidaire. Ok, donc une fois qu'on a fait le tour d'horizon de cet organe de survie, c'est génial en fait. C'est grâce au striatum qu'on est là. C'est grâce à lui que la transmission de la vie ne s'est jamais interrompue et que nous n'avons fait que croître au point d'être aujourd'hui 8 milliards alors que les Homo erectus étaient quelques centaines de milliers sur la planète. Donc c'est la clé du succès. Alors pourquoi ça pose problème? Eh bien rappelez-vous que si vous regardez le schéma du cerveau, on a notre striatum qui vient du fond des âges, il a 300 millions d'années ce truc, okay. Il n'a pas bougé. Et puis, Homo sapiens, l'espèce humaine, se développe, puis sort d'Afrique, émigre partout, et grâce à quoi? Grâce à son intelligence, je vous l'ai dit, grâce à son cortex cérébral. C'est à ce moment-là que la partie jaune et plissée commence à se développer comme ça, en nous donnant toujours plus de possibilités d'action sur notre environnement. Et qu'est-ce qu'il va faire le cortex? Eh bien, si on regarde bien, il va inventer plein de choses pour satisfaire les 5 grands besoins du striatum que je viens de vous expliquer. On prend par exemple le besoin de manger. Qu'est-ce qui fait le cortex intelligent de l'homme? Eh bien, on voit, il commence à tailler des pierres. Il commence à inventer des armes de jet, des flèches, des lances. Il commence à imaginer des pièges pour obtenir de la nourriture toujours plus facilement. Et puis il y a un moment, il y a 10 000 ans, il se dit, ça sera encore mieux, on n'a même plus besoin d'aller chasser les animaux, on va faire des enclos, on va les mettre à l'intérieur. On va maîtriser la production, faire moins d'efforts. Et puis on va creuser la terre, la retourner, semer des céréales, maîtriser les rendements. Et puis ensuite, on va inventer quoi? Le moteur à explosion, la moissonneuse-batteuse, toujours plus d'efficacité, les OGM, toujours plus de rendement, les engrais chimiques, et les rendements grimpent, on peut nourrir de plus en plus de monde, de plus en plus facilement. Et comme notre striatum n'a jamais été programmé pour se limiter, quel est le résultat? C'est la société de pléthore. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où les inventions du cortex intelligent ont donné une agriculture industrielle extrêmement performante, face à laquelle le striatum ne sait pas se limiter car il n'a jamais été programmé pour ça. Et donc dès qu'on lui donne à manger de la nourriture grasse et sucrée en abondance, il se jette dessus, il a énormément de mal à résister. Le résultat, c'est l'épidémie d'obésité à la surface de la planète, sur tous les continents, un fléau mondial, au point que l'OMS en 2019 annonçait pour la première fois qu'on meurt davantage des conséquences du surpoids et de l'obésité dans le monde que de la faim dans le monde. Nous sommes passés d'une problématique de rareté à une problématique d'excès. Le cerveau humain ne sait pas gérer l'excès, il a été programmé pour gérer la rareté et pour ne surtout pas s'auto-limiter. Si on fait le même raisonnement avec le deuxième grand besoin que je vous citais, le besoin de se reproduire, notre appétence pour les relations sexuelles par exemple. Alors ça c'est juste pour préciser quand même que l'impact de l'agriculture industrielle sur l'environnement c'est à peu près 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce phénomène de pléthore alimentaire a des conséquences extrêmement graves sur notre environnement. Le fait qu'on ne sait pas s'arrêter de consommer et de produire toujours plus a des conséquences absolument dramatiques. Donc le deuxième comportement vital à l'origine, le besoin de se reproduire, d'avoir des relations sexuelles, n'a jamais posé de problème pour des groupes d'Homo erectus dans la savane il y a 2 millions d'années. Ah non, ça gêne personne qu'il y ait des Homo erectus qui se reproduisent dans les buissons. Bon. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, le cortex cérébral d'Homo sapiens se développe et il invente plein de choses vachement bien. Il invente par exemple Internet. Et il invente donc sur Internet par exemple des sites de rencontres. Et puis des sites pornographiques. Et ben, le résultat c'est que le striatum, lui il a vécu pendant 2 millions d'années à ronger son frein, à se dire je veux du sexe, mais il était dans des petits groupes de quelques dizaines d'individus. Et donc l'offre était plutôt limitée. Et voilà qu'il arrive dans un monde façonné par le cortex cérébral qui lui propose des dizaines de milliers de contenus pornographiques en ligne. Il n'a qu'à cliquer tout le temps. Alors il ne sait pas s'arrêter. Alors il clique, il consomme de la vidéo et ça donne l'émergence des addictions sexuelles par exemple. Et ça donne ce chiffre ahurissant. L'humanité consomme aujourd'hui 136 milliards de vidéos pornographiques par an. Oh, ça explose complètement. Et puis on ne sait pas s'arrêter parce qu'on n'a pas été programmé pour ça. Alors ça n'a l'air de rien, on se dit c'est de la vidéo. Mais on sait aujourd'hui que le numérique a un impact très important sur la consommation de l'énergie, et donc l'usage des énergies fossiles en grande partie. C'est de l'ordre à peu près l'équivalent du secteur aérien.
Donc quand on pense que l'industrie du porno, c'est à peu près un tiers de toutes les données qui circulent sur les serveurs, parce que c'est de la haute résolution, parce que c'est de la durée, c'est de la vidéo et ça consomme beaucoup, eh ben on se retrouve là encore avec un instinct vital à l'origine qui s'est transformé en quelque chose qui est en train de creuser notre tombe. Le troisième grand besoin dont je vous parlais, le besoin de statut social. Quelque chose qu'on voit chez tous les mammifères. Les félins cherchent tous à établir des hiérarchies. Et les primates aussi. Ah ouais, alors là c'est important de savoir qui est le plus fort. Puis alors vraiment, parfois ça prend des proportions très très importantes chez certains. Alors j'ai mis ça comme ça pour rigoler. Mais en fait, il y a une étude qui a montré que dans le cerveau des dirigeants ou des hommes politiques, en fait, plus vous avez du pouvoir, plus le striatum grossit. C'est ce qu'on voit, c'est la courbe à droite. Parce qu'il y a une habituation à ça, une forme de dépendance qui se crée. Il y a vraiment une connexion entre la force du striatum et le désir de pouvoir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour nourrir l'appétence du pouvoir de milliards de personnes? On ne peut pas tous être des milliards à être les chefs les uns des autres. Par contre, il y a un truc très malin qui a été inventé par le cortex cérébral d'Homo sapiens. Je reviens à Internet. Et Internet, c'est quoi? Aujourd'hui, beaucoup les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qu'on dit statutaires, comme Facebook, Instagram, où vous avez un statut social dans une communauté virtuelle à travers le nombre de likes, le nombre d'amis, les posts, la popularité que vous avez. Et qu'est-ce qui se passe quand on gagne des likes, par exemple? L'expérience a été faite, on met des gens dans un scanner pour mesurer l'activité de leur cerveau, et on voit dès qu'ils gagnent un like, leur striatum leur donne de la dopamine. Par contre, dès qu'ils perdent des likes, le robinet de dopamine s'arrête complètement, et c'est insupportable. C'est exactement ce qui se passe chez un toxicomane qui n'a pas sa dose. Littéralement, anatomiquement, c'est ça. Donc, il faut absolument rouvrir les vannes de la dopamine et pour ça, retourner sur le réseau social et faire tout ce qu'on peut pour attirer l'attention, pour de nouveau avoir un statut et puis le faire augmenter le plus possible. Alors évidemment, on n'a pas attendu Internet pour procurer un statut social à des millions de personnes. Par exemple, le striatum donne de la dopamine aussi quand on a du statut en achetant une voiture de sport. Ça a été observé aussi. Mais ce n'est pas que les voitures. Ça peut être tous les habits de luxe, les sacs à main, les chaussures de marque. Tout ce qui va signaler votre importance dans une communauté humaine se traduit par cette activité de notre cerveau primitif qui nous donne cette dopamine et ce plaisir. Et la conséquence, c'est que on va vouloir acheter plein de choses dont on n'a pas forcément besoin au départ, mais qui vont servir à nous donner une position dans la société par rapport aux autres. Ça s'appelle la comparaison sociale. On n'en a pas toujours conscience, mais c'est comme ça que ça va se passer dans notre cerveau. Alors j'en viens au quatrième grand besoin, celui de ne rien faire. Bon, alors notre striatum adore ne rien faire. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, prenons ces neurones là que vous voyez, et imaginons qu'on donne le choix au cerveau de l'individu lambda aujourd'hui, qui doit aller au travail un matin en hiver et qui a le choix d'y aller sous la pluie froide, soit en vélo, c'est vachement bien, soit dans une confortable berline au siège en cuir moelleux en mettant le chauffage et sa station de musique préférée. Eh bien, les neurones à dopamine choisissent la solution la plus confortable. Même si on peut faire des efforts, évidemment, par notre conscience, mais on va voir que ce n'est pas si simple. Et évidemment, aujourd'hui, pour soulager nos efforts, il y a la domotique, avec tous ces appareils qui nous permettent de ne même plus remuer un petit doigt. On peut baisser ses volets à volonté, simplement en pianotant sur son smartphone. Il y a même les assistants vocaux. Vous n'avez même plus à taper sur un clavier si vous voulez commander des sushis et vous les faire livrer chez vous. Toujours moins d'efforts, mais au prix de quelle débauche d'énergie et d'extraction de terres rares et de matériaux électroniques en Chine ou ailleurs. Évidemment, la technologie n'a pas que des avantages. Ça a permis notamment de libérer les femmes des tâches ménagères au milieu du XXe siècle pour leur permettre d'accéder aussi au marché de l'emploi. Mais le problème, c'est que notre striatum, comme je vous le disais tout à l'heure, ne sait pas s'arrêter. Il ne sait pas jusqu'où fixer la limite entre le besoin et le désir superflu. Alors on s'envole à l'autre bout du monde en sirotant une coupe de champagne sans se rendre compte qu'un vol transatlantique dégage l'énergie qui a servi à édifier la pyramide de Khéops en Égypte. Donc quand vous avez 200 000 vols transatlantiques à travers la planète chaque jour, c'est comme si on construisait 200 000 pyramides en une journée. Si vous voulez, je pourrais montrer comment on fait le calcul, ça a l'air incroyable, mais c'est vrai. Bon, on pourrait continuer comme ça longtemps. Alors, moi j'aime bien cette image pour résumer le fait que même quand on veut faire des efforts, le striatum arrive toujours à glisser son petit grain de sable. Et le cinquième grand besoin, le besoin d'information.
la grande sensibilité de notre striatum à toutes les informations qu'il peut trouver dans un milieu naturel. Alors tout ça, ça nous a aidé à survivre quand il fallait chercher la barbaque au coin du bois. Mais aujourd'hui, notre cortex cérébral, qu'est-ce qu'il a fait pour satisfaire ce besoin d'information du striatum? Il a créé un monde saturé d'informations. Sortez dans la rue le soir, vous avez des écrans lumineux partout. Même quand vous êtes au travail, vous essayez de vous concentrer, vous avez des alertes email qui vous distraient sans arrêt. On a tous dans notre poche un micro-ordinateur qu'on appelle un smartphone et qui en fait nous envoie des notifications tout le temps, des fils d'informations continus. Et on ne peut pas résister parce qu'à chaque fois, c'est une petite décharge de dopamine. Alors il y a le bouquet télé, il y a la presse extrêmement diversifiée. On vit dans un monde de surinformation qui nous pose un problème parce que la petite dopamine qui vient à chaque fois qu'on a une information nouvelle ne nous aide pas pour autant à comprendre cette information et à la métaboliser. Et simplement, on y réagit mécaniquement au point qu'il y a un terme qui a été inventé aujourd'hui, qui commence à faire son chemin, qui s'appelle l'infobésité. C'est l'obésité d'information. C'est l'équivalent pour l'information de l'obésité pour la nourriture, le fait qu'on ne sait pas s'auto-limiter et qu'à la fin, ça nous crée plus de désagréments que d'avantages. Un des désavantages étant carrément le lien social qui parfois, on peut se demander où il va encore se loger. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Moi je me dis, l'être humain est doué d'intelligence et de conscience, donc une fois qu'il sait qu'il est piloté par son striatum et sa dopamine, il peut dire, bon maintenant je vais calmer le jeu. Et bien là, c'est la révolte du striatum qui va dire, non pas question mon petit Lascar, calmer le jeu, c'est pas possible, parce que moi j'ai une arme secrète. Et on la voit aujourd'hui, et les neuroscientifiques s'y intéressent de près, ça s'appelle l'habituation hédonique. L'habituation hédonique, ça veut dire l'habituation du plaisir. Le fait que quand on a quelque chose de plaisant au début, ça paraît agréable pendant un moment, et puis ça s'émousse, ça s'effiloche, on ne ressent plus rien au bout d'un moment. Ce que je vous montre là, c'est l'activité électrique des neurones qui relâchent de la dopamine dans le striatum. Et ce qu'on constate, c'est que si on donne une stimulation agréable, par exemple, soit à un rat, soit à un être humain, ça peut être une somme d'argent ou un morceau de fromage ou des likes sur Internet, au début, ces neurones relâchent de la dopamine, et puis le lendemain, il y en a de moins en moins, et quelques jours après, il n'y en a presque plus. Et la seule solution pour relancer la production de dopamine, c'est d'augmenter les doses. Donc tout ça, c'est un véritable principe de croissance biochimique dans nos cerveaux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a créé un monde bâti sur le principe de croissance économique, financière, qui répond à ce besoin de croissance de notre cerveau. C'est quelque chose d'extrêmement profond, c'est quelque chose qui remonte avant même l'invention du langage, des premières civilisations. C'est animal. Et le bug humain, c'est que simplement ce principe de croissance biochimique a été accompagné de moyens techniques qui ont formé comme une caisse de résonance et qui l'ont transformé de quelque chose au service de la vie en quelque chose qui est en train de creuser notre tombe. Alors, quand on voit l'histoire humaine, on constate que l'être humain ne s'est jamais satisfait de ce qu'il a, probablement à cause de ce principe d'habituation hédonique qui le pousse à toujours vouloir plus pour se sentir exister. C'est un véritable malheur parce que c'est une fuite en avant. Ça exclut presque la possibilité du bonheur, mais on croit qu'on va être heureux en ayant toujours plus, parce qu'au moment où on a cette petite décharge de dopamine, mais cette décharge est vouée à l'extinction. Le problème, c'est que c'est notre extinction qui est en cause à l'arrivée. Alors, il y a peut-être un dernier moyen de s'en sortir, c'est de se dire, au moins maintenant, grâce à toutes les alertes qu'on a, du GIEC, des scientifiques, de la prise de conscience collective, au moins on peut se dire, si je continue comme ça maintenant, il n'y aura plus de planète pour mes enfants. Donc c'est la capacité de se projeter dans l'avenir qui va être en cause. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien on se dit, ouais, je prends conscience des conséquences à long terme. Et là on se heurte à un autre problème qu'on appelle la dévaluation temporelle. C'est le fait que plus les enjeux sont lointains, moins ils parlent à notre dopamine et à notre striatum qui guide l'action dans le présent. Et ça a été mis en évidence par un psychologue qui s'appelait Walter Mischel, qui l'a montré au départ avec des expériences sur des enfants. Alors dans ces expériences, on propose à des enfants de venir au laboratoire et on leur propose un petit test, on leur donne un marshmallow, donc une friandise, on dit « tu peux manger ce marshmallow tout de suite ou alors tu peux attendre 5 minutes et si tu arrives à résister pendant 5 minutes, tu en auras 2. » Donc là, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut résister à l'envie du petit plaisir maintenant en se projetant dans l'avenir. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que certains enfants se posent la question. Est-ce que je le mange ou est-ce que j'attends? Je résiste.
Et là, ce qu'on voit dans leur cerveau, c'est qu'il y a la partie à l'avant qui voudrait résister, ça s'appelle le cortex préfrontal en jaune, mais il y a le striatum qui lui dit mange, ce serait tellement bon. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que il y en a effectivement chez qui ce bras de fer cérébral se poursuit. Okay, mais dans cette expérience, 80% des enfants sont incapables de résister. Là, ils prennent le marshmallow, ils se disent un tien vaut mieux que deux tu l'auras, autant prendre ce que je peux avoir tout de suite. Alors si on revient à notre héros du jour, qu'est-ce qui se passe? Il a résisté. Ah, l'expérimentatrice revient. Chose promise, chose due. Tu as réussi à ne pas le manger tout de suite, donc tu en auras deux. Et tu peux maintenant, quoi faire? Les manger tous les deux. Et c'est ce qu'il fait dans l'expérience. C'est-à-dire qu'il arrive à résister pendant un certain temps, mais pas éternellement non plus. Alors, on fait ça aussi chez des adultes, hein, mais pas avec des marshmallows. On fait ça avec de l'argent, par exemple. Et on constate exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on préfère en général une somme d'argent tout de suite, même si elle est plus faible, plutôt qu'une somme plus importante dans un futur lointain. Et ça s'appelle la dévaluation temporelle. C'est-à-dire qu'on le voit tous les jours quand on se dit « Ah, je veux sauver la planète parce que sinon dans 30 ans, ce sera le désert aux portes de Paris, mais quand même, je me ferai bien un petit hamburger tout de suite, ou j'ai envie de m'acheter un nouveau smartphone. » Et en général, c'est plutôt l'impulsion du présent qui l'emporte. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que si on nous propose d'avoir les choses toujours plus vite, on va se jeter dessus. Et c'est ce qu'on voit, tout va toujours plus vite. Quand on nous propose par exemple des ordinateurs toujours plus rapides ou des fibres Internet qui véhiculent l'information toujours plus rapidement, on achète parce qu'on veut les choses toujours plus vite. Là par exemple, c'est l'augmentation des parts de marché des plats tout préparés. Vous avez 1 minute au micro-ondes plutôt que 3 heures à faire de la popote dans une bonne vieille cocotte. Donc voilà, on prend tout ce qui est rapide. Les services de livraison à domicile sont en pleine explosion. On a du mal à attendre. Les ordinateurs ont des vitesses de computation toujours plus rapides. C'est le phénomène d'accélération des sociétés qui a été très bien décrit par un sociologue dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a décrit comment tout accélère dans nos sociétés et que ça semble être un mouvement presque irrémédiable. Là, c'est l'accélération des vitesses de transport des trains à grande vitesse, par exemple. C'est un mouvement d'ensemble qui fait qu'on a ce qu'on attend sans attendre, justement, et en attendant le moins possible. Et ça a des conséquences sur notre cerveau. Ce que vous voyez ici, c'est un cerveau humain vu du dessus. Vous avez le striatum en vert, et vous avez la partie, on va dire, intelligente du cortex qui est en haut de la figure et qui, lui, voudrait attendre et dire, je voudrais, par exemple, ne pas me jeter tout de suite sur ma PlayStation quand je rentre le soir et faire des choses un peu plus intelligentes. Eh bien, la partie qui essaye d'attendre va essayer de bloquer le striatum qui est vert avec des fibres en bleu que vous voyez là. C'est comme des petites fibres optiques dans le cerveau et qui essayent de bloquer l'activité du striatum. Le problème, c'est que si on a tout très vite, on ne les utilise plus, ces fibres-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles commencent à s'atténuer, à maigrir. Elles deviennent toutes petites, elles s'atrophient. Donc la prochaine fois qu'il va falloir attendre, on va aimer ça de moins en moins. Et donc on va se jeter de plus en plus vers toutes les offres qui nous proposent des services extrêmement rapides. Donc c'est un cercle vicieux. Et au lieu de développer cette capacité de patience dont on aurait besoin pour se projeter dans l'avenir, pour résister aux tentations du présent, on l'étiole, on l'affaiblit. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Il faut en prendre conscience pour mettre en place des contre-mesures. Et il en existe. Je n'ai pas le temps de les détailler ici, mais il en existe. Alors, il y a évidemment, sur la base de cette analyse du fonctionnement de notre cerveau et du fonctionnement de notre striatum et de la dopamine, des pistes qui peuvent être esquissées pour essayer de limiter la casse, voire de sauver notre planète. Le commandement principal, c'est on a besoin de dopamine. On ne peut pas en sortir. À ce stade de mon exposé, j'ai parfois des gens qui me disent si le problème c'est le striatum, on n'a qu'à l'enlever. C'est vrai. Une petite opération chirurgicale, on passe sur le billard, on enlève le striatum et tout le monde sera juste des sages comme ça qui se contenteront de quelques grains de riz par jour pour vivre et de grandes considérations intellectuelles sur l'avenir du monde. Ce serait parfait. Le problème, c'est que quand on fait ça, et ça arrive accidentellement, non pas de façon intentionnelle, on ne se permettrait jamais de retirer un striatum à qui que ce soit. Ça arrive, des gens ont un striatum détruit par un AVC par exemple. Effectivement, ils n'ont plus envie de rien, mais ils ont tellement plus envie de rien qu'ils ne peuvent plus s'auto-alimenter. Ils restent toute la journée comme ça. Ils restent intelligents et conscients. Ils peuvent vous parler de tout ce que vous voulez, mais ils n'ont plus d'envie. Et donc, ils sont plus capables de vivre tout simplement. Le striatum, c'est la vie, on ne peut pas l'enlever.
Il faut cette dopamine pour vivre. La question, c'est comment l'avoir d'une façon qui ne détruise pas notre monde. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est actionner une autre capacité de notre cerveau, qui n'est pas l'intelligence pure qui produit des machines pour avoir toujours plus de commodité, mais d'activer la capacité de conscience. Ce n'est pas pareil que l'intelligence. Prendre conscience de ce qui nous entoure et prendre conscience aussi de ce qu'on a comme plaisir. Être capable de savourer des petits moments du quotidien. Au lieu de manger devant sa série télé, qu'est-ce qui se passe quand on mange devant sa série télé, vous savez? Eh ben, on passe un vachement bon moment, mais simplement notre conscience est entièrement dirigée vers le film. Et donc, elle n'est pas disponible pour sentir la saveur des aliments. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Ça a été mesuré, les gens mangent entre 40 et 60% de calories en plus, parce qu'ils ne ressentent pas les choses dans leur bouche. Donc, on coupe les écrans, on prend un moment, on est pleinement présent à ce qu'on fait, et on savoure. Et quand on fait ça, on mange moins, on a besoin, on n'est pas obligé d'augmenter les stimulations sans arrêt. À partir du moment où on développe cette capacité de savourer les choses, d'être présent et pleinement conscient aux émotions qu'on vit. Il y a des exercices pour ça. La méditation de pleine conscience, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement codifié, même scientifiquement, ça a fait l'objet de milliers de publications scientifiques, et ça permet de remettre la main, le contrôle sur notre alimentation quand elle devient un petit peu addictive, comme ça. Ça, c'est une première voie essentielle. À mon avis, ça pourrait pratiquement tout résoudre si on était tous capables de mettre en place cette capacité d'augmenter notre conscience de nos sensations. Pas seulement la conscience des enjeux planétaires, non, de nous-mêmes dans l'acte de consommer. Que ce soit de la nourriture, que ce soit des produits, quels qu'ils soient. Voilà. Savoir goûter ce qu'on a sans augmenter les doses. Mais pour ça, il faut une discipline personnelle. Mais on a des outils. Bon, ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, c'est que le striatum, en fait, il réagit aussi très bien à la connaissance pure, à la culture. Il y a des expériences qui montrent que quand vous emmenez des jeunes ou des enfants aussi dans un musée, ou que vous leur ouvrez une encyclopédie, que vous leur apprenez le nom des étoiles, le nom des arbres, au bout d'un moment, leur striatum relâche de la dopamine, donc plaisir. La dopamine va ensuite s'écouler dans l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire. Va renforcer les connexions, ce qui fait que non seulement on a du plaisir, mais on ressort avec plus que ce qu'on avait en arrivant. Un savoir augmenté. C'est génial, on peut être complètement accro à la connaissance, mais il y a un détail, c'est que pour obtenir cette libération de dopamine par la connaissance et la culture, ça ne se passe pas en une seconde. Ça se passe moins vite qu'avec une vidéo YouTube ou Twitter. Il faut au moins 20 minutes à écouter, par exemple, un enseignant qui explique quelque chose sans qu'il y ait des petits clignotants, des petits trucs partout. Donc ça a l'air de rien, mais ces 20 minutes, pour certaines personnes, de plus en plus, c'est difficile à tenir. C'est la guerre de l'attention. Il faut mettre les moyens. Si on met les moyens, on peut y arriver. Troisième piste, c'est l'altruisme. Pourquoi? Parce que l'altruisme, dans certaines conditions, provoque la libération de dopamine dans notre striatum. Et pourquoi je dis dans certaines conditions? Je devrais plutôt dire chez certaines personnes. Je vous parle d'une expérience qui a été réalisée à l'université de Zurich en 2019. Et c'est très simple. Vous arrivez au laboratoire, on vous donne 100 € et on vous dit, maintenant c'est 100 €, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Soit vous repartez avec les 100 € chez vous, soit vous décidez d'en laisser une partie sur la table pour un inconnu qui pourra en bénéficier. Ah, donc c'est un choix, est-ce que je prends tout pour moi ou est-ce que je suis altruiste? Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est des différences entre hommes et femmes. Alors vous avez 66% des hommes qui gardent les 100 € pour eux et qui ont de la dopamine dans leur striatum. Mais vous avez aussi, à l'inverse, 66% des femmes qui choisissent de partager avec un inconnu. Donc ils font preuve d'altruisme, et cet altruisme désintéressé provoque la libération de dopamine et de plaisir biochimique dans leur cerveau. Comment c'est possible ça? Ça a été vraiment une effervescence dans le milieu de la recherche en neurosciences, parce que ceux qui disaient c'est les hormones, c'est les chromosomes, c'est le sexe homme-femme, le fait que les femmes sont plus tournées vers l'empathie parce qu'elles ont des enfants, on n'a jamais réussi vraiment à le démontrer. Par contre, il y a une chose qui est venue des études de sociologie quand on s'est rendu compte que, évidemment, dans 99% des sociétés aujourd'hui à la surface de la Terre, qui sont des sociétés patriarcales, en fait, on valorise les petits garçons et les petites filles dès l'enfance de façon très différente. C'est-à-dire qu'une petite fille, on va la valoriser si elle est altruiste, si elle partage. On va lui dire c'est très bien. Mais un petit garçon, on va plutôt lui dire c'est très bien s'il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et ce que cherche notre striatum, le troisième grand besoin fondamental, c'est d'être valorisé, c'est d'avoir un statut.
Donc, si vous donnez du statut sur la base d'un comportement altruiste, vous allez créer automatiquement un désir de se comporter de façon altruiste. Par contre, si vous continuez à donner de l'importance et de la valeur aux individus dans une société sur la base de la réussite personnelle, ça va encourager chez eux le désir de garder les choses pour eux. Donc c'est une question de norme sociale. C'est essentiel de le retenir, c'est que le cerveau n'est pas figé, il va se reconfigurer en fonction des critères de valorisation qui ont cours dans une société. Et là-dessus, on a la main. Ça peut changer également. Alors, si on ne change pas, ce qui arrive, c'est ce qu'on a vu à l'hiver 2019, c'est l'apocalypse. Ça, c'était des photos prises dans les méga-feux d'Australie. Vous savez, les méga-feux, c'est la rencontre de plusieurs feux de forêt qui, à l'arrivée, donnent un vrai Armageddon. C'est totalement incontrôlable. On voyait les fumées des feux d'Australie depuis l'espace. Moi, la seule chose que je croyais qu'on voyait depuis l'espace, c'était la muraille de Chine. Et ben non, maintenant, il y a une autre création humaine qui se voit depuis l'espace, c'est la destruction. Et donc, est-ce qu'on a une chance de s'en sortir face à tout ça? Le processus est en marche. Et j'étais en train de me poser cette question, justement à ce moment-là, quand je sors de mon bureau et je vois de la fumée dans le ciel. Et cette fumée avait quelque chose d'anormal. Et en m'approchant, j'ai vu ça. Et là, j'ai vu des gens qui étaient sidérés, comme des zombies devant un spectacle qui les écrasait. Et ça m'a interrogé, parce que j'étais en train de me dire que les êtres humains aujourd'hui étaient des purs striatomes qui ne cherchaient qu'à consommer des commodités matérielles pour chercher le bonheur dans la facilité et de la dopamine. Et donc, quel ne fut pas mon étonnement de voir qu'en fait, les gens étaient profondément troublés de voir partir en fumée quelque chose de l'ordre du symbole. Voilà. Notre-Dame, c'est un symbole un symbole religieux, un symbole national, un symbole culturel. En tout cas, c'est un symbole. Et là, je me suis dit, mais en fait, les gens qui ont construit ces cathédrales, il y a 700, 800 ans, bah eux, ils n'avaient pas des nouveaux smartphones tous les ans. Ils n'avaient pas des assistants vocaux. Ils n'avaient pas des voitures. Ils n'avaient pas de la télémédecine pour vivre jusqu'à 90 ans. Ils vivaient jusqu'à 30 ans. Ils se cassaient le dos, ils taillaient des pierres. Ils voyaient leurs enfants mourir avec un taux de mortalité de 60-70%. C'était pas la folie pour le striatum quand même. Qu'est-ce qui les faisait tenir? Donc c'est l'idée qu'en fait, on a peut-être d'autres opportunités de bonheur que d'augmenter les doses pour surmonter l'habituation hédonique. Peut-être que la recherche du sens de l'existence peut être une autre voie d'accomplissement, parce que évidemment, ces gens-là, ils tenaient le coup. Ils construisaient, ils mettaient de l'énergie, et ils construisaient quelque chose, c'était même pas pour eux, c'était quelque chose qui devait durer pour l'éternité. C'est quand même étonnant de se dire que l'être humain est capable de trouver de l'énergie dans quelque chose de fictif, comme ça, qui dépasse sa propre existence. Et ça m'a poussé à me pencher sur un courant des neurosciences qui s'appelle les neurosciences existentielles. C'est tout récent, c'est un ensemble de laboratoires dans le monde qui se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain quand il se pose des questions quel est le sens de ma vie? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce qui se passera après ma mort? Qu'est-ce qui justifie mon action aujourd'hui? Et ces neurosciences existentielles ont mis en lumière un résultat essentiel, qui est l'existence de cette partie du cerveau qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, et qui est localisé au-dessus du striatum. Le striatum, on le voit en vert là. Et ce cortex singulaire antérieur, on s'aperçoit qu'il fait quelque chose d'assez spécialisé, c'est qu'il réagit à chaque fois qu'il détecte du sens ou au contraire de l'absurde dans les situations que nous traversons. Et il le fait sur 3 plans. Quand il trouve du sens dans les choses qui nous entourent, dans le monde matériel, dans les relations avec nos semblables et à l'intérieur de nous-mêmes. Le premier plan du sens qui active cette partie de notre cerveau, c'est peut-être ce que se posent comme question les humains depuis l'origine des temps, devant la voûte étoilée, devant les forêts, devant les grondements du sol, devant les éléments déchaînés. Pourquoi tout ça existe et comment ça fonctionne? Alors, ce cortex singulaire antérieur, il fait quelque chose de très particulier. C'est que quand on observe comment il fonctionne en laboratoire, on constate qu'il passe son temps à essayer de deviner ce qui va se passer un instant après. Et si ce qui se passe un instant après correspond à ce qu'il avait prédit, il est content,
il considère qu'il a compris comment les choses fonctionnaient, quel est le lien entre les causes et les effets dans le monde environnant. En revanche, quand les effets qu'il constate ne sont pas conformes à ce qu'il avait prédit, il est très angoissé, il se dit mais finalement j'ai rien compris à la façon dont fonctionnent les choses. Et il envoie une décharge électrique qui s'appelle le signal d'erreur, parce qu'il a fait une erreur de prédiction. Et ça se traduit par la libération de deux hormones qui sont le cortisol et la noradrénaline, qui sont des hormones du stress. Ne pas comprendre comment les choses fonctionnent se traduit dans notre corps par un état de stress qui est destiné à nous donner l'énergie de réanalyser les situations pour se réorganiser. Et on va voir pourquoi c'est très important. Il y a 10 000 ans, je vous disais tout à l'heure, les hommes ont inventé une nouvelle société, qui est la société sédentaire. Ils ont cessé de chasser les animaux pour les mettre dans des enclos. Ils ont cessé de cueillir les baies. Au contraire, ils ont créé l'agriculture. Ça a été la période du néolithique. Et on le voit encore aujourd'hui, comment fonctionnent les cultivateurs. Ils observent la forme des nuages, par exemple. Et en observant la forme des nuages, ils font des prédictions. Ils se disent, il va pleuvoir demain. Et si la prédiction est bonne, c'est un avantage en termes de survie pour un village de cultivateurs au néolithique. Si vous savez bien interpréter les signes de l'environnement, vous avez un avantage pour bien vous organiser pour les récoltes, pour éviter la perte du matériel, que sais-je, pour recruter des saisonniers. Donc, résultat, quand la pluie arrive conformément aux attentes du cultivateur, son cortex singulaire envoie un signal de validation qui va resserrer les connexions entre neurones et se traduire par un schéma d'interprétation du monde réel qui associe certaines causes à certains effets. C'est une première grille de lecture du réel. En revanche, si la prédiction est démentie par les faits, si la pluie n'arrive pas, c'est la catastrophe, c'est extrêmement dangereux. Là, la survie de toute la famille ou de tout le village est fortement compromise. Résultat, un signal d'erreur dans le cortex singulaire antérieur et la libération d'hormones du stress qui disent qu'il faut à tout prix faire quelque chose pour revoir notre schéma d'interprétation du monde. Ce que je vous dis là, c'est pour faire comprendre qu'il y a une partie de notre cerveau qui a évolué pour augmenter nos chances de survie en comprenant comment le monde fonctionne. Vous allez voir ensuite pourquoi ça va donner lieu à ce qu'on va appeler le sens de façon plus large. Cette envie de prédire le monde qui nous entoure va traverser toute l'histoire. Vous avez à l'Antiquité romaine, par exemple, les devins, les aruspices. Ce sont des prêtres spécialisés dans l'interprétation des signes, le vol des oiseaux, les entrailles des animaux, toujours pour dire, si j'observe ceci au temps T, ça veut dire qu'il va se passer ça dans un jour, dans une semaine, dans un an. Et ça permet de s'organiser. Vous avez l'influence, par exemple, des devins et des aruspices sur les décisions impériales. Extrêmement puissant ce désir d'anticiper ce qui va se passer. Et on voit que peu à peu, ce besoin de prédire ce qui va arriver va se traduire par un imaginaire, on va dire ça, sous une forme un petit peu laïque aujourd'hui, de postuler l'existence de forces surnaturelles qui permettent de faire le lien entre des signes discrets et des manifestations des forces de la nature. Donc des mythes des origines, des cosmogonies qui décrivent l'apparition du monde de façon structurée. Il y a ensuite le deuxième plan du sens, qui n'est pas l'interprétation qu'on fait du monde matériel, mais du monde social. Avec cette question-là, est-ce que j'arrive bien à déchiffrer mes semblables? Est-ce que j'arrive à trouver le sens de mes relations avec mes semblables? Comment est-ce que tout ça va évoluer? Eh bien, vous vous rappelez que nos ancêtres du Paléolithique ont survécu par la chasse. Et quand on voit comment les humains ont réussi à s'attaquer à des proies gigantesques il y a environ 600 à 700 000 ans, beaucoup plus grosses qu'eux, on s'aperçoit que c'est grâce à une capacité essentielle qui est la capacité de prédire non pas où va passer l'animal, ça c'était le premier plan du sens de l'environnement, mais de prédire comment vont se comporter les autres. Ça c'est la base de l'action de groupe, l'action collective, l'action synchronisée, et c'est ça qui va donner un avantage décisif aux êtres humains qui au départ ne sont pas armés comme un tigre aux dents de sabre pour se jeter sur une telle bête. Donc savoir exactement comment va se comporter le camarade, est-ce qu'il va venir à mon secours si je suis en difficulté, quelles sont ses habitudes dans sa façon de lancer son projectile, c'est ça vraiment la base. Et on voit aujourd'hui en laboratoire que le cortex singulaire antérieur des individus, en société, en groupe, passe son temps à essayer de prédire comment les autres vont se comporter à tel ou tel instant. C'est vital pour notre survie. Alors tout ça va fonctionner à merveille pendant toute la durée du Paléolithique, l'âge de la pierre taillée, l'âge où on a vécu en chassant des animaux. Mais qu'est-ce qui va se passer à un tournant essentiel de l'histoire de l'humanité? Donc le Néolithique, je vous rappelle ce moment
où on commence à cultiver la terre, à construire des premiers villages qui vont devenir des villes, on va voir apparaître des cités, des méga-cités de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'individus, en Mésopotamie, en Égypte par exemple. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que pour la première fois, les êtres humains vivent face à des inconnus. C'est-à-dire quand vous vivez dans une ville où il y a 100 000 personnes, vous pouvez tomber sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc, à la différence des hommes du Paléolithique qui se connaissaient comme leur poche parce qu'ils vivaient dans des groupes de quelques dizaines d'individus, les hommes du Néolithique font l'expérience de l'anonymat, c'est-à-dire que l'autre devient indéchiffrable. Comment vous pouvez prédire le comportement des autres si vous n'êtes pas né dans la même cellule clanique? C'est un vrai défi pour le cortex singulaire antérieur. Alors, on a depuis 2020 des études d'archéologie basées sur des big data qui regroupent les efforts de dizaines d'universités dans le monde qui ont analysé l'émergence d'un phénomène dans 400 bassins de civilisation du néolithique, l'émergence d'un phénomène qu'on va appeler les rituels collectifs. C'est-à-dire qu'il y a une époque de l'humanité où on va voir des individus se regrouper dans des cérémonies rituelles, des individus qui ne se connaissent pas forcément mais qui se rassemblent. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont faire exactement les mêmes mouvements au même moment et dire les mêmes paroles au même moment. Et ce que montrent les études sur les rituels en laboratoire aujourd'hui, dans la psychologie existentielle, c'est que pour le cortex singulaire antérieur, c'est miraculeux. C'est-à-dire que pendant la durée d'un rituel, mon cortex singulaire antérieur peut faire des prédictions extrêmement fiables sur le comportement de mes semblables. Et donc ça va éviter la libération de ces hormones du stress. Le besoin de prédire ce que font mes semblables va aboutir à ces phénomènes dans toute l'histoire de l'humanité, dans des dizaines de civilisations, où on va se réunir pour faire et dire la même chose en même temps. Et tout ça va libérer un courant de confiance et d'empathie qui peut se mesurer en laboratoire quand les gens participent à des rituels mimétiques, synchrones, extrêmement apaisants. Donc tout ça va aboutir à une structuration quand même du comportement social des humains, sur la base simplement d'un module de notre cerveau qui cherche à prédire le comportement des autres. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'on va voir systématiquement, dans 80% des civilisations néolithiques étudiées dans ces travaux-là, on va voir un écart d'à peu près 100 à 150 ans entre l'émergence de rituels collectifs et la naissance de ce qu'on va appeler des religions morales, basées sur une entité surnaturelle qui va dire le bien et le mal dans le comportement des humains les uns vis-à-vis des autres. Ce qui est différent des divinités antérieures qui régissaient beaucoup le comportement des humains vis-à-vis d'entités surnaturelles qui gouvernaient par exemple la pluie ou les éléments naturels. L'émergence des entités morales vont commencer à dire comment les humains doivent se comporter les uns avec les autres. Et tout ça, c'est systématiquement entre 100 et 150 ans après l'émergence des rituels. Et ces divinités moralisantes, dont les plus connues sont évidemment les dieux monolithiques des grandes religions du livre, vont avoir une caractéristique, c'est qu'elles vont promulguer un certain nombre de commandements immuables, inscrits dans le marbre. Et ça, c'est quelque part le dernier étage de la fusée du sens, dans le sens justement où ça permet aux individus de faire des prédictions de plus en plus fiables sur le comportement de leurs semblables. Parce que venir participer à un rituel, ok, ça permet de savoir que pendant 1 heure ou 2, les comportements vont être extrêmement régulés, mais venir affirmer dans ce rituel qu'on croit à un certain nombre de valeurs sacrées et immuables, ça apporte une garantie en plus sur le fait que la personne là, que je rencontre pour la première fois, si elle croit la même chose que moi, elle ne va pas se comporter n'importe comment. Donc une fois de plus, c'est pour réduire l'incertitude. Rituel, religion réduisent l'incertitude. Tout ça, c'est quelque chose qui marche comme du papier à musique pendant 2000, 3000 ans, mais il y a un moment où ça va s'arrêter. On va voir pourquoi. Je vais basculer tout de suite sur ce grand tournant. Parce que vous avez la deuxième grande révolution des 3000 dernières années, c'est la révolution de la Renaissance. C'est-à-dire un moment où les messages de sens qui étaient véhiculés notamment par les religions vont s'effondrer à la suite d'un certain nombre de découvertes scientifiques. Vous avez par exemple le modèle copernicien de l'univers qui nous dit que la Terre n'est pas au centre de l'univers, au contraire, elle tourne autour du Soleil. Donc ça, c'est une révolution complète. L'Église n'arrive pas à suivre le mouvement, elle est complètement larguée. Et donc, premier coup de boutoir au système du sens religieux. Deuxième coup de boutoir, ça va être par exemple les découvertes de Darwin sur l'évolution des espèces vivantes, qui nous dit non, finalement, l'homme n'est pas une créature parfaite qui a été créée dans un éclair de génie
par une divinité omnipotente. C'est une créature biologique qui a évolué à partir de formes de vie plus anciennes. On peut remonter jusqu'à la bactérie. Donc tout ça, ça fait pas du bien à l'ego. Voilà. Donc les systèmes de sens sont totalement déstabilisés, mais on va quand même être bien content de cette révolution, pour deux raisons. D'abord parce que vous avez des humanistes de l'époque qui commencent à tirer la sonnette d'alarme depuis un moment, qui disent le sens, les grands systèmes idéologiques, il y en a assez parce que ça fait trop couler de sang, les guerres de religion, l'intolérance. Si on peut aller vers une connaissance plus positive, plus rationnelle, qui apporte un peu de liberté d'esprit et de paix à chacun, c'est très bien. Et puis deuxièmement, moi j'ai cette interprétation-là, c'est que notre cortex singulaire, lui, il veut pouvoir faire des prédictions, il veut pouvoir se projeter dans l'avenir. Et en matière de prédiction, la mécanique céleste, l'astronomie, c'est encore bien plus précis que les systèmes de croyances religieux. Ça permet vraiment de prédire à la seconde près où la Lune va être dans tant d'années. Même la génétique, aujourd'hui, ça permet de faire des prédictions sur des risques de maladie, ça permet de concevoir des nouveaux médicaments. Donc le pouvoir de prédiction de la science, en fait, est bien supérieur à celui de la religion. En tout cas, dans notre rapport au monde matériel, pas dans notre rapport aux autres, ça la grande différence. Et alors évidemment, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un devin pour savoir si le vent va être favorable pour envahir une cité voisine, on consulte des modèles météo. Donc beaucoup plus de précision. Mais la grande différence, et c'est là qu'on n'a pas fait attention au départ, au petit grain de sable qui se glissait dans l'histoire, c'est que ce pouvoir de prédiction est lié au pouvoir des machines. Et donc on va confier notre interprétation du monde non plus à des systèmes de croyances, mais à des systèmes de calcul mécanique, électronique. Et ce qu'on ne sait pas encore à cette époque-là, c'est que la loi de la machine, c'est la loi de la miniaturisation et de l'accélération. Donc les machines vont produire toujours plus vite, toujours plus de prédictions, toujours plus de décisions financières, par exemple, à l'échelle de la nanoseconde, et l'être humain ne va pas pouvoir suivre. C'est évidemment l'allégorie des temps modernes de Charlie Chaplin qui montre très très bien ça. On est obligé de suivre le rythme des machines. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qu'on voulait plus prédictible, mais qui le devient paradoxalement de moins en moins, parce qu'il faut essayer de suivre le mouvement. On a toujours moins de temps pour faire de plus en plus de choses. C'est le syndrome du multitâche, le syndrome de la surcharge mentale, où on n'arrive plus à suivre le mouvement, on a l'impression de manquer de temps, on court après le temps, et comme il faut bien continuer à consommer au rythme où les machines produisent, il faut consommer toujours plus vite. Avec, évidemment, des syndromes d'épuisement. Puisque quand un cortex singulaire antérieur se retrouve à tirer le signal d'erreur en permanence, parce qu'il n'arrive plus à prédire et à comprendre le monde dans lequel il vit, parce qu'il est devenu trop complexe et trop géré par les machines, il n'arrive plus à s'en sortir. Et donc ce signal d'erreur, à ce moment-là, retentit en permanence et libère de façon chronique le cortisol, la noradrénaline, donnant lieu à des tableaux de stress chronique qui vont jusqu'au burn-out, jusqu'à la dépression et, dans certains cas, jusqu'au suicide. Donc quel est le danger par rapport à ça ? Moi, ce que je voudrais vraiment faire passer comme message, c'est qu'on a évolué pendant des millions d'années avec un cortex singulaire antérieur qui veut comprendre comment le monde fonctionne. Et s'il arrive dans un monde qui est trop compliqué, et il est trop compliqué, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Moi, je ne comprends pas comment fonctionne mon smartphone. Je comprends à peine comment fonctionne un vaccin, pourtant j'ai une formation scientifique, mais c'est compliqué. Quand je dois prendre des décisions personnelles, quel expert croire ? Les fake news, quand on parle de la transition énergétique, le nucléaire, l'éolien, tout ça, comment je fais mes choix ? C'est beaucoup trop compliqué. La machine nous a donné du confort, mais elle nous rend le monde indéchiffrable. Le résultat, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que le cortex singulaire antérieur, il va rester bien tranquille, bien au chaud en se disant « je m'en fiche ». Lui, il veut du sens. Notre histoire a détruit le sens, mais n'a pas détruit le besoin de sens. Et ce besoin est ancré dans cette partie de notre cerveau, et elle demande à comprendre. Donc si elle ne comprend pas le monde dans sa complexité, elle va se tourner vers des succès d'années de sens, des illusions, notamment des théories du complot. Les théories du complot qui sont en pleine expansion ont un succès qui est en grande partie dû au fait que tout a un sens dans une théorie du complot. Tout s'explique, par définition, c'est fait comme ça. Tout est toujours très clair. Et donc, quelque part, c'est du pain béni pour notre cortex singulaire qui veut comprendre les causes et les effets. Alors, il y a une autre conséquence de cette perte de sens, c'est pour comprendre le monde de façon un peu plus facile, on peut se tourner vers des gens qui en brossent une description à grands traits. Ce sont les leaders autoritaires. Donc on voit des leaders autoritaires qui gagnent en puissance un peu sur tous les continents. Et il y a une étude qui vient de paraître qui montre que le désir
qu'expriment les gens dans un pays, de voir arriver au pouvoir un leader autoritaire est corrélé à la sensation qu'ils ont de ne plus comprendre comment fonctionne la société. Donc il y a vraiment une balance entre les deux à chaque fois. Donc je vais conclure là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir remplacer la jouissance du striatum par le sens du cortex singulaire antérieur, il faut le nourrir, ce cortex singulaire antérieur. Et donc il faut restaurer le sens sur les 3 plans que je viens de citer. Donc pour comprendre le monde tel qu'il fonctionne, il faut se doter de ce qu'on va appeler des visions du monde partagées, autour desquelles on peut se retrouver, comme autrefois peut-être les tailleurs de pierre de Notre-Dame se retrouvaient autour de la litanie des saints, de la description de l'existence terrestre, de l'existence du paradis, de l'enfer. Ces visions peut-être simples, mais on se retrouvait autour de ces visions, et ça c'est essentiel. Donc quelles seront les visions du monde partagées de demain? Moi je pense qu'elles sont en gestation. De plus en plus, l'humanité partage des concepts qui étaient autrefois inimaginables, comme le fait qu'on respire tous le même air, le fait que l'effet de serre est le même en Inde, au Canada ou au Zaïre, que l'empreinte carbone, c'est quelque chose que chacun peut concevoir, à condition d'avoir un petit peu de travail pédagogique derrière. Tout ça, ça peut forger une description du monde qui est en phase avec nos préoccupations et qui permettrait un langage commun, ce qui est extrêmement important. La deuxième chose dont je ne vous ai pas parlé pour l'instant, c'est l'importance de trouver un sens à notre vie personnelle. Aujourd'hui, vous avez un Français sur 2, selon un sondage Ipsos, qui vit un conflit de valeurs au travail, par exemple. Des gens, par exemple, qui font quelque chose dans lequel ils ne croient pas, ou alors qui font des choses qui sont en contradiction avec leurs valeurs. Vous avez par exemple des gens qui produisent des bouteilles plastiques toute la journée et qui rentrent chez eux le soir, qui allument la télé et qui voient un reportage sur le 7e continent. C'est l'endroit dans l'océan Pacifique Nord où se ramassent tous les plastiques de la planète. Et il y a une surface de plastique qui équivaut à 5 fois la surface de la France. C'est un continent de plastique. Et donc le gars, il fabrique des plastiques et puis il voit c'est en train de détruire ma planète. Et puis il donne un poisson à manger à sa petite fille et puis il entend « Ah oui, il y a des microplastiques dans les poissons maintenant ». Donc il se dit « Mais comment je me retrouve là-dedans ?» Donc ça, c'est décisif. Cette personne-là que je vous décris, elle est en dissonance cognitive. C'est-à-dire que ses actes ne sont pas en phase avec ses convictions. Et l'écart entre les deux va se télescoper justement là, dans cette partie du cerveau qu'est le cortex singulaire antérieur. C'est lui qui détecte quand il n'y a pas une cohérence entre l'action et la connaissance et la conviction d'autre part. Et cette dissonance cognitive va libérer justement le cortisol et la noradrénaline et donner des tableaux cliniques parfois extrêmement préoccupants. Donc pour éviter ça, chacun doit s'interroger aussi sur le sens de son engagement personnel. Est-ce que, par exemple, en m'engageant dans cette association ou en choisissant cette filière professionnelle, je fais quelque chose qui est en phase avec mes valeurs et avec ma connaissance que j'ai de l'avenir de ma planète, par exemple. Et là où c'est important, il ne faut pas juste se poser la question est-ce que ça rend service aux autres ou à la planète, mais est-ce que je ne risque pas d'imploser moi-même? Parce que la dissonance cognitive, cette contradiction interne, a des conséquences physiologiques très profondes. Donc pour éviter ça, la clé, c'est de se poser ces questions-là, de faire des bilans de vie. Et quand on est jeune, on a cette chance-là, c'est de pouvoir les faire très tôt, de ne pas être encore trop engagé dans une dissonance cognitive. Mais c'est important de le faire dès le début et ça évite bien des désagréments. Et puis le troisième plan du sens qu'il faut restaurer, c'est se demander qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de nous comprendre les uns les autres, de nous déchiffrer les uns les autres, de faire confiance à ses semblables en sachant comment ils vont penser, agir dans telle ou telle situation. Et là encore, il y a un espoir, je crois, notamment en réfléchissant à réintroduire des rituels dans une vie qui en est totalement dépourvue. Quand même, notre société a réussi l'exploit d'évacuer pratiquement toute forme de rituel. Il restait encore peut-être des choses comme le baccalauréat qui était plus ritualisé ou le service militaire, des choses comme ça qui a été éliminées, mais il y en avait bien d'autres. Et aujourd'hui, vivre sans rituel, on considère que c'est sans impact pour notre santé mentale, mais on passe complètement à côté de l'idée qu'une vie ritualisée est une vie apaisante, qui crée du lien entre les gens et qui crée même des augmentations des scores d'entraide et de compassion. Ça peut se mesurer en laboratoire. Donc ça, c'est une ressource humaine profonde qui a accompagné notre espèce depuis des millénaires. Et d'un seul coup, on décide qu'on peut vivre sans. C'est une erreur. Donc repenser à des rituels, à des codes sociaux partagés. Et le nouveau langage aussi, les nouvelles valeurs qui émergent de l'écologie sont un creuset, un vrai filon dans lequel on peut puiser pour créer des
des nouveaux codes. Parce que les religions ont joué ce rôle d'offre de sens pendant très longtemps. Le problème, c'est que dans un monde globalisé, il y a des lignes de fracture, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que selon la confession à laquelle on appartient, on ne croit pas forcément la même chose que les autres, donc ça relativise la portée de ce à quoi on croit, et surtout ça empêche d'avoir des référents communs, des valeurs sacrées partagées par tous. Eh bien, des commandements nouveaux pourraient très bien émerger, comme du carbone tu n'émettras point, ou tes déchets tu trieras. Ce sera peut-être plus forcément une religion définie par une transcendance, mais parce qu'il relie les gens horizontalement, les uns avec les autres dans l'humanité d'aujourd'hui. Donc tout ça fait un grand parcours à travers notre cerveau. Je pense que ce qu'il faut en retenir, notamment sur la question du sens, c'est que la grande découverte des neurosciences existentielles nous disent que le sens est un besoin vital. Vous avez compris que ça a aidé nos ancêtres à survivre, qu'on a cru pouvoir s'en débarrasser, mais qu'aujourd'hui, vouloir vivre sans a d'énormes dégâts en termes de santé mentale, et aussi parce que ça nous condamne à nous tourner vers la surconsommation, vers le fait d'alimenter notre striatum, parce qu'on ne sait plus alimenter notre cortex singulaire antérieur. J'imagine qu'il y a beaucoup de notions qui vous ont été livrées ce soir, peut-être un peu techniques, peut-être un peu complexes, mais je sens qu'il y a des choses qui sont passées, et si vous voulez, on peut préciser maintenant en échangeant. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Sébastien Bollard. Je vais demander tout de suite aux étudiants qui ont préparé leurs questions de me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'abord pour cette présentation. Moi, j'avais une question par rapport à l'inaction pour l'environnement dont vous parlez dans un de vos livres, qu'on peut lier aussi avec la préférence pour le présent, peut-être une addiction aussi aux écrans, aux nouvelles technologies, à l'information. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose aussi qui peut se régler avec ce dont vous parliez sur la connaissance, la conscience aussi, et donner du sens? C'est aussi une thématique qui peut se résoudre par ces biais-là, selon vous? Alors, évidemment, on est dans une addiction à des mécanismes un peu primitifs. Quand vous parlez d'addiction aux écrans, c'est vrai qu'un jeu vidéo, une vidéo YouTube distrayante, ça active automatiquement cette libération de dopamine, et donc ça nous maintient dans un instant qui reste un instant juxtaposé à un autre instant. Et quelque part, c'est frustrant, parce que les instants ne forment pas une durée ni une projection dans l'avenir. Et le striatum ne peut pas faire ça, alors que le cortex singulaire antérieur n'attend que ça. Lui, sa pulsion de base, c'est de se projeter dans l'avenir, et si possible, le plus loin possible. Donc la question que vous posez, je ne sais pas si c'est celle-là, c'est comment éteindre le premier système pour activer l'autre. Moi, ce que je constate avec mes échanges, avec les gens à qui je parle, où j'explique ces choses-là, c'est que déjà, le fait de savoir comment ça marche, ça aide. C'est-à-dire que des gens reviennent me voir en me disant, maintenant, c'est vrai, quand le soir, je suis fatigué, je me mets devant mon réseau social où je regarde des vidéos, j'ai une petite voix qui me dit « Ah, c'est ton striatum ». Et ça ne me plaît pas de me dire que c'est mon striatum, que je suis piloté par quelques neurones qui m'envoient de la dopamine. Mais les gens sont quand même attachés à l'idée de leur liberté individuelle. Et donc, parfois, ça enclenche un réflexe de rébellion, de se dire, bah non, moi, ça suffit, j'arrête. Mais alors, le problème, quand on arrête, quand on se dit, bah ça suffit, je mets l'écran de côté, ou j'arrête de manger des chips, ou que sais-je, c'est qu'il faut remplacer ça par quelque chose. C'est que si on se retrouve juste comme ça, comme un toxico sans sa dose, c'est pas tenable. Et bah, se pose alors la question du sens. Et une activité qui fait sens peut vraiment remplacer ça, et il faut le préparer. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire je vais couper toutes les plaisirs faciles sans avoir préparé ma porte de sortie. Et des gens, par exemple, qui mettent en place progressivement un hobby ou la participation à une association qu'ils font en amont, une fois qu'ils coupent toutes ces stimulations faciles, se retrouvent finalement beaucoup mieux armés. Ils arrivent à continuer à le faire bien davantage. Donc c'est une question de...
faut pas se surestimer, il ne faut pas savoir qu'on va pouvoir affronter le vide de dopamine aussi facilement. Il faut préparer sa sortie à l'avance. Ouais. Oui, c'était le sens de ma question, merci. Bonsoir, donc merci à nouveau pour cette présentation. Notre question c'était, on sait que les enfants utilisent de plus en plus jeunes de plus en plus d'écrans et que même les adultes ont un temps d'écran quotidien qui ne cesse d'augmenter. Et c'était savoir les conséquences directes que vous aviez pu observer et si elles étaient inquiétantes. Si elles étaient inquiétantes ? Ben, les conséquences qui sont observées par les neuroscientifiques, c'est un raccourcissement de la durée d'attention disponible. Hein, c'est-à-dire que plus vous avez une consommation, que ce soit de jeux vidéo, que ce soit de vidéos, de court format, plus un jeune, par exemple, va avoir du mal à rester concentré sur un manuel, un livre, par exemple, ou un enseignant qui parle devant un tableau. Et donc ça, c'est déjà un problème. Et alors, c'est un problème parce que ça a un impact sur la réussite scolaire, c'est un problème parce que ça a un impact sur la gestion des émotions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit garçon sur la vidéo là, qui arrive à résister au marshmallow et il y a des expériences qui ont suivi les enfants après, au cours de leurs études et de leur vie d'adulte. Et ceux qui réussissent à attendre, on s'aperçoit qu'ils ont des emplois plus intéressants, qu'ils ont une vie plus épanouie, qu'ils sont plus heureux en famille, enfin que tout réussit mieux. Parce qu'en fait, ils arrivent bien davantage à ne pas céder à leurs impulsions instantanées, à réguler leurs émotions aussi. Et dans les conflits humains, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, c'est extrêmement précieux. Donc évidemment, ça a des conséquences. Si vous êtes esclave de votre attirance pour des choses faciles, si vous n'avez pas tout de suite ce que vous voulez, vous pétez un câble, vous ne supportez pas la contradiction, la frustration, vous démissionnez. Et puis après, ça donne des gens qui sont en dépression parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur frustration. Et à l'inverse, il y a quand même des programmes de rééducation qui sont possibles. Par exemple, pour des jeunes qui sont vraiment très très addicts, par exemple aux jeux vidéo, ça a été fait, qui rentrent chez eux, impossible de se mettre à travailler leur cours, il faut tout de suite qu'ils commencent à jouer. Et ce qu'on va proposer, c'est dans un premier temps leur dire « Attends 10 secondes avant de jouer ». Attends, il va faire fonctionner les fibres bleues que je montrais là qui permettent de patienter. Elles sont toutes petites, donc elles ont du mal. Mais 10 secondes, c'est jouable. Donc, après. Le lendemain, on passe à 20 secondes. Le jour d'après, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et au bout de 15 jours, en augmentant le temps, on va remuscler ces neurones-là. Et ça donne des gens qui ont récupéré la capacité d'attendre. Donc, le cerveau est plastique quand même. Merci beaucoup. Merci encore pour la présentation. J'avais une question concernant les microplastiques. Alors, dans des études récentes, on a découvert la présence de microplastiques dans le sang des humains et spécialement chez les bébés. Donc, je voulais vous demander s'il y avait des potentielles conséquences à la présence de ces microplastiques dans le développement du cerveau ou dans le fonctionnement en général. Waouh. J'espère que non. Non, il y a eu des... je ne pense pas que ça a été étudié parce que j'ai fait un article sur la pollution du cerveau par les microparticules et les nanoparticules. Et il y a certaines particules qui peuvent être toxiques, produits de combustion, évidemment des choses comme des micropoussières d'amiante, des choses comme ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas lu d'études sur l'impact des microplastiques sur le fonctionnement cérébral lui-même. Je regarderai. Parce que c'est complexe tout ce qui se passe dans le cerveau, notamment par exemple au vieillissement cérébral. Je sais que le vieillissement cérébral souvent s'accompagne de la formation de petits agrégats d'une protéine qui s'appelle la protéine bêta-amyloïde et c'est à l'origine de la maladie d'Alzheimer, mais on en trouve aussi chez tous les cerveaux qui vieillissent. C'est certaines protéines qui forment des sortes de petites billes qui se coincent entre les neurones et ce qui fait que les neurones meurent progressivement et qu'on perd ses capacités mentales. Donc si là-dedans vous rajoutez des microplastiques, ça pourrait éventuellement être des points de départ pour ces agrégats et accélérer le processus. Mais il faudra qu'on reste en contact et que je vois ce que je peux vous dire de plus parce que je n'ai pas l'information là. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. La première, c'est quelle estimation vous donneriez de ce qu'on sait actuellement du cerveau par rapport à tout ce qui reste à découvrir, ce que les chercheurs savent actuellement, genre un pourcentage? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je peux vous donner... C'est bizarre. Je pense qu'on a atteint
une masse critique de connaissances qui est quand même importante. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'enjeu aujourd'hui, c'est plus d'arriver à centraliser les connaissances et à leur donner un sens et à les digérer, à les comparer et à les mettre dans le débat public que d'en acquérir de nouvelles, même s'il y en aura de nouvelles, ça c'est certain. Moi, le mouvement d'accélération que je vois, c'est plutôt le transfert des connaissances qui ont été acquises depuis un siècle, en gros en neurosciences, dans la société. Ça, c'est un mouvement qui s'accélère très vite en ce moment. Après, qu'est-ce qu'on va encore découvrir sur le cerveau? C'est impossible puisque, par définition, on ne le connaît pas. Donc, je suis très embêté par cette question. Okay. Mais on sait plus que ce qu'on peut savoir, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a plus de données aujourd'hui acquises dans les différents laboratoires que ce qu'on peut, en tant que citoyen, déjà vraiment apprendre à connaître et à mettre en perspective. Je pense qu'il y a beaucoup de travail déjà. Moi, je passe presque tout mon temps à ça. Faire de la recherche aujourd'hui, c'est même peut-être plus l'essentiel, c'est de voir ce qui est fait à travers le monde, le réunir, en parler et voir ce qu'on peut en tirer. Je vous dis ça parce que dans un stage de neuro que j'ai fait, on m'avait présenté le cerveau comme une boîte noire et qu'on m'avait dit qu'on connaissait globalement 10-15% de la proportion de choses à découvrir. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu dangereux de présenter tous ces phénomènes de société comme le réchauffement climatique, comme le choix de son mari quand on est une femme selon son salaire, à partir de seulement des phénomènes moléculaires comme la libération de dopamine? C'est pas dangereux, c'est juste inexact. C'est-à-dire que ce qui explique la situation où on est, c'est pas le fait qu'il y a le striatum qui libère de la dopamine. C'est le fait qu'il y a le striatum qui libère de la dopamine et qu'il y a une société qui a construit des machines pour lui permettre de le faire de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre un cerveau qui a tendance à fonctionner d'une certaine façon parce qu'il a été sélectionné pour ça, et un monde social qui a créé des conditions, soit pour freiner ses instincts, soit pour les amplifier. C'est là qu'est la problématique, c'est dans l'interaction entre le cerveau et la société. Ce que je vous le disais sur l'altruisme, par exemple, le fait que les normes sociales vont modifier les connexions du striatum pour faire que, par exemple, chez beaucoup de petites filles, il y a l'envie de se montrer altruiste parce que les normes le disent. C'est un exemple de la façon dont la société va câbler le cerveau. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des automatismes dans le cerveau. C'est au départ un cerveau qui a tendance à fonctionner comme ça à la base, et en face, une société qui va orienter cette tendance de base, soit en la renforçant, soit en la déviant, soit en la réprimant. Le cerveau est plastique, il est en interaction avec la société, et c'est ça qui est fascinant, je trouve. Quand on regarde par exemple le fonctionnement du cortex cingulaire antérieur, on voit que ce qui est passionnant, c'est de voir qu'il arrive avec un instinct qui est de vouloir prédire comment le monde fonctionne, et qu'il y a une société un jour qui va inventer des rassemblements, des rituels, des systèmes de valeurs, et que c'est la rencontre entre les deux qui va vraiment créer notre histoire. C'est vraiment la rencontre entre le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement social. Et il ne faut jamais penser que les neurosciences voient tout à travers quelques molécules ou que la sociologie voit tout à travers des structures sociales. Je pense que la compréhension de l'humain, c'est la compréhension des interactions entre les deux. Et je peux me permettre de rajouter une question? Merci for votre presentation. I have a question. So, how do you change behavior of 1 billion people, especially when there is inequality in the world and everybody wants to, have a good life and they also want to possess a lot of things? How do you change social behaviors of 1 billion people? We're talking about large scale. With politics, with religion, there's a lot of tools. But first, my ambition is to let people like us tonight, to understand that there is a limit between our basic needs and our desires. So that if we understand that our basic needs are met, we can set a threshold that we should not overcome so as to redistribute wealth with people who don't have their basic needs met. Merci beaucoup Sébastien, merci à tous les étudiants d'être venus sur scène, merci infiniment.